Et alors donc l'application qu'on va développer concerne s'il vous plaît, si vous pouvez oublier votre machine pour le moment, ça serait parfaite chose. Alors donc l'application qu'on va développer, comme je disais, devrait permettre une application qui permet de saisir des produits, ajouter un produit avec la possibilité de faire la validation des formulaires, éditer, supprimer un produit avec la possibilité de faire la mise à jour. Alors en fait, pour créer cette application, donc, nous avons présenté donc l'architecture. L'application se compose de 3 couches, la couche DAO, la couche MIDI et la couche web. Dans la partie, donc la couche DAO et la couche MIDI, donc l'injection des dépendances va être faite en utilisant Spring, notamment avec Context Loader Listener. Et la couche web, donc dans la couche web, on va utiliser Spring MVC, notamment basé sur Dispatcher Servlet. Alors, dans notre situation, donc on aura besoin tout d'abord de créer un projet. Alors, je suppose que vous avez installé donc Spring Tools comme plugin, ce qui va permettre de créer donc un projet Spring Project. Alors, ce projet, on va lui donner un nom tout d'abord. Catalogue MVC. Alors, donc, il y a différents types de modèles de projet Spring. Nous, on va choisir donc Spring MVC Project. Spring MVC Project. Alors, il vous demande de spécifier le package de base. Donc, on va supposer que nous sommes dans le package org.miage.sid, par exemple. Donc, ça, c'est le package. Alors, bien sûr, donc, le projet Spring MVC donc, va se baser sur Maven, qui va gérer donc, les dépendances. Alors, vous êtes en train de remarquer qu'il est déjà en train de charger l'ensemble des dépendances qui vont vous permettre à votre application de fonctionner. Alors déjà, on voit la structure du projet qui est créé. Alors dans le projet, il y a... Alors comme je disais tout à l'heure, donc déjà par défaut, il y a le premier fichier qui devrait être configuré, c'est le fichier web.xml. Alors si vous regardez bien le fichier web.xml, bah, vous allez trouver que il y a déjà la configuration nécessaire est faite. Alors dans le fichier web.xml, on déclare Context Loader Listener. Donc c'est pour faire l'injection des dépendances. Alors Context Loader Listener, par défaut, il va chercher le fichier rootcontext.xml. Donc ça c'est le fichier qui est censé contenir donc, tout ce qui est les dépendances, l'injection des dépendances de votre application. Ça c'est pour créer le contexte. Et après pour la partie Spring MVC, il y a Dispatcher Servlet, qui lui-même a besoin d'un fichier de configuration qui est servlet context.xml. Et que pour accéder, bien sûr, à Dispatcher Servlet, il faut passer par toutes les URL, dans URL pattern. En fait, slash, ça veut dire que toutes les URL, ils vont être envoyés vers App Servlet. Et App Servlet, ça représente Dispatcher Servlet. Donc, vous voyez, donc c'est la configuration de base. Alors, si vous regardez, bien sûr, les fichiers de configuration de base qui sont créés, il y a tout d'abord rootcontext.xml. Alors, comme je disais, en principe, ça c'est le fichier dans lequel on va faire l'injection des dépendances. Pour le moment, il ne contient rien, donc on pourra l'utiliser par la suite. Et après, pour la configuration de Spring MVC, il y a le fichier springcontext.xml. Bon, j'ai déjà expliqué que dans ce fichier-là, il y a tout d'abord, on devrait avoir un annotation driven pour spécifier comme quoi les contrôleurs vont pour les contrôleurs Spring, on va utiliser la version annotation et non pas la version XML. On va juste autoriser l'accès au dossier ressources dans lequel généralement on va trouver toutes les ressources web comme les fichiers de style CSS, JavaScript, et que toutes les URL qui contiennent /resources, donc forcément ils peuvent être dirigés vers ce fichier-là. Alors par exemple les fichiers de style CSS qu'on va créer, on va les créer dans ce dossier-là et après donc ils seront accessibles toujours via l'URL, une URL qui contient le mot-clé que vous voyez ici.
Et après, par défaut, donc il y a un résolveur de vue qui est utilisé. Alors on suppose que le résolveur de vue, c'est Internal Resource View Resolver, qui utilise les deux paramètres, les deux propriétés préfixes et suffixes. Alors le préfixe c'est /view /webinfviews. Ça veut dire que ça suppose que toutes les views sont stockées dans le dossier views. Et après, bien sûr, les vues se terminent par .jsp. Donc ça, c'est le résolveur de vue qu'on va utiliser. Et après, sans oublier donc component scan. Alors context component scan, c'est pour dire, pour tout simplement informer Spring MVC comme quoi, au démarrage, il devrait scanner toutes les classes qui se trouvent dans la base de ce package. Et du coup, donc toutes les classes qui contiennent l'annotation controller vont être scannées. Et du coup, donc il va essayer donc de scanner les annotations de Spring MVC. Alors ça, c'est la configuration que je vous ai expliquée. Alors maintenant, la configuration, il est là. Maintenant, dans notre cas, on veut créer une application. Alors la première, bien sûr, partie qu'on va créer, c'est la couche DAO. Alors tout d'abord, pour créer la couche DAO, donc nous allons créer tout d'abord la classe produit. Alors pour nous, la classe produit, c'est une entité. Donc je vais la mettre dans le package DAO. Alors dans notre cas, un produit, une entité généralement, c'est une classe qui est sérialisable. Alors pour le moment, on ne va pas gérer la persistance, il n'y a pas de base de données. Donc on va supposer que nous avons un produit qui est défini par la référence, qui est de type string, par la désignation du produit qui est de type string également, par le prix qui est de type double, et par la quantité qui est de type int. C'est bon? Et après, on va générer les getters et setters. On va générer un constructeur sans paramètres et un constructeur avec paramètres. Alors ça, c'est une simple entité, un simple Java Bean. Alors après, on aura besoin de créer donc l'interface IDAO. Alors l'interface catalogue DAO. Alors c'est une interface. Alors maintenant, la dernière fois, j'en ai vu quelques-uns qui ont créé des interfaces, mais cette partie-là, elle est tellement importante parce que ça relève de la conception. Alors, qu'est-ce qu'on va refléter, qu'est-ce qu'on va reporter ici? Alors, on voit déjà que dans notre projet, c'est quoi le besoin? J'ai besoin d'une application qui permet, voilà, ajouter un produit, consulter tous les produits, consulter les produits dans le nom contient le mot-clé, consulter un produit, supprimer un produit, mettre à jour un produit. Alors, donc, ça veut dire que l'interface devrait contenir donc les méthodes. Une méthode qui permet d'ajouter un produit. Alors, on peut la déclarer de type void, add produit. Alors, pour ajouter un produit, qu'est-ce qu'on va donner comme paramètre? On va donner un produit P. Je veux ajouter un produit. Je voudrais consulter tous les produits. La méthode, c'est pas de type void, parce que si vous créez une méthode consulter les produits, vous mettez void, c'est que votre conception, elle est fausse complètement. Parce que quand je dis je consulte, c'est que la méthode, il va retourner une liste de produits. Alors la méthode, on va l'appeler consulter get all produits. Pas de paramètres. J'ai besoin d'une méthode qui permet de consulter les produits par mot-clé. Get produit par mot-clé. Alors qu'est-ce qu'on va donner comme paramètre? Un mot-clé. Et je consulte la liste des produits. J'ai besoin d'une méthode qui permet de retourner un produit. La méthode getProduit. Qu'est-ce qu'on va lui donner comme paramètre? La référence. J'ai besoin de supprimer un produit. Pour supprimer un produit, on va lui donner comme paramètre la référence. Et pour modifier, update produit
Pour mettre à jour un produit, on va donner comme paramètre la référence. Alors ça, c'est quelques méthodes de base. Il y a quelque chose qui manque? Produit. L'ajout. Update produit. Alors, hein? Oui. Oui, effectivement. Alors, ça, vous avez tout à fait raison. Pour faire la mise à jour d'un produit, il faut donner un nouveau produit. C'est-à-dire, on va envoyer comme paramètre un produit, ce qui est logique, n'est-ce pas? Alors, est-ce que vous avez... Donc ça, nous sommes en même temps en train de corriger l'exercice de la semaine dernière. Après, je vous ai demandé de créer une implémentation de cette interface. Une implémentation de cette interface. Alors, on va l'appeler catalogue DAO implémentation. Alors, catalogue DAO implémentation, c'est une classe qui va implémenter l'interface iCatalogue DAO, ce qui va nous obliger de redéfinir toutes les méthodes qui sont déclarées dans l'interface. Et après, on va se poser la question, où se trouvent les produits? Alors, si c'était une base de données, il faut faire appel à GPA, Entity Manager, pour faire le mapping objet relationnel. Alors, dans notre cas, on ne va pas traiter ce cas-là. Mais dans l'exercice qu'on va traiter, on va supposer, dans une première implémentation, on va supposer que les produits sont stockés dans une liste de type map. Alors, je considère qu'il y a une collection de type map. Dans la clé, ça représente la référence du produit, qui est de type string. Et dans la valeur, c'est un produit. Alors, donc, je vais créer une collection qui s'appelle produit new hmap. Donc, ça, c'est une collection. Ça peut être une liste, array list, peu importe. Ça, c'est un exemple de collection. Alors, c'est donc, on ne va pas se faire du souci pour se connecter à la base de données. C'est juste pour séparer les problèmes parce que maintenant, on va s'intéresser plutôt à deux concepts. L'inversion de contrôle, l'injection des dépendances et Spring MVC. Après, vous allez voir qu'on n'aura pas beaucoup de problèmes à brancher l'application avec une autre implémentation qui va utiliser GPA, comme vous le faites exactement avec EJB. Alors maintenant, ça veut dire quoi ajouter un produit? Pour ajouter un produit, on va tout simplement utiliser la méthode put. Exactement, put. Put, c'est quoi la clé? C'est p.get référence. Et c'est quoi la valeur? C'est p. Alors, je voudrais consulter la liste des produits. Alors, tout ce que je sais, c'est que dans la collection de produits, il y a les valeurs. Alors, généralement, les valeurs, on peut les récupérer sous forme d'une collection. Collection de produits égale, je sais que j'ai la collection produits qui est de type hmap. Et après, je vais récupérer values. Parce qu'en fait, il y a deux colonnes. Il y a case et values. Alors, je ne veux pas les clés, je veux les valeurs. Donc, ça permet de retourner une collection de produits. Mais après, moi, ce que je veux retourner, c'est une liste. Bon, il y a bien la possibilité de créer un objet de type array. List. Et qu'est-ce que je lui donne comme paramètre, là? La collection. Vous voyez, donc, je crée un array list, mais en utilisant une collection. Il n'y a pas de problème, je peux passer de collection. Vous voyez, donc, de map, values vers collection, et donc collection vers list, array list, c'est des mécanismes que vous utilisez. Alors maintenant, chercher les produits par mots-clés. Pour chercher les produits par mots-clés, on va supposer que j'ai une liste de produits que je vais créer tout d'abord, de type array list. Alors après, on va faire une recherche. Donc, c'est-à-dire, à nouveau, donc, je vais faire une recherche pour chaque produit P de la liste des produits, où se trouvent les produits dans la collection produits.values. Donc, je suis en train de chercher dans les produits. Je vais tester if qu'est-ce qui manque ici? Alors, je complète, parce que là, en fait, la phrase n'est pas encore complète. Alors, pour chaque produit, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester si le produit P contient le mot-clé. Alors, on va utiliser P.get désignation. Je vais regarder dans la désignation. Je vais utiliser une méthode indexOf, MC.
s'il est supérieur ou égal à 0. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mot-clé se trouve si la position du mot-clé dans la désignation est supérieure à 0. Alors quand vous cherchez le mot-clé dans la désignation et vous trouvez que sa position elle est supérieure à 0, supérieure ou égale à 0, ça veut dire que la désignation contient ce mot-clé. Bon, c'est juste une solution. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Produit.add. Je vais ajouter ce produit à la liste des produits. Et à la fin, qu'est-ce que je vais retourner? Produit. Donc ça, je suis en train de chercher les produits par mot-clé. Alors bien sûr, si c'était une base de données, ça va être une requête select from where, le nom du produit, like, le paramètre, etc. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire. Alors quand il s'agit de retourner un produit, pour retourner un produit, donc je vais récupérer produit.get tout court, et j'ai besoin de la clé. Et la clé, c'est quoi? C'est la référence. Alors si je connais la référence, je retourne le produit. Pour supprimer le produit, on va faire la même chose. C'est produit.remove. J'ai besoin de connaître la référence. Et pour mettre à jour un produit, on va utiliser put. Parce qu'avec put, oui. Le if. Alors qu'est-ce que je cherche là? Je cherche les produits dans la désignation contient le mot clé. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je vais chercher dans la liste de tous les produits. Alors pour chaque produit de la liste, je dois regarder si la désignation de ce produit, s'il contient le mot clé. Alors quel est le moyen qu'on va faire? C'est p.getDésignation. Je vais utiliser donc indexOf, c'est une méthode de string, de la classe string, n'est-ce pas? Il permet de vous retourner si une chaîne, quelle est la position d'une chaîne à l'intérieur d'une autre. Donc la méthode indexOf, il retourne la position du mot-clé dans la désignation. Alors en principe, si le mot-clé existe, la position elle est supérieure ou égale à 0. S'il n'existe pas, il retourne -1. Parce que si vous avez la chaîne n'existe pas, donc s'il ne la trouve pas dans la chaîne, il retourne -1. Donc ça, c'est un moyen qui permet de faire ça. Alors dans notre cas également, pour faire la mise à jour, on va utiliser produit.put. Alors la même chose, p.get référence, et la valeur c'est p. Alors dans une collection de type map, donc quand vous mettez put, donc forcément il va remplacer celui qui existe déjà. Donc dans la collection, je ne peux pas avoir plusieurs objets qui ont la même clé, n'est-ce pas? Donc il va le remplacer. Donc vous voyez donc en quelque sorte update et updater. Dans notre cas ici, update et add produit, c'est la même chose. Sauf que ajouter, s'il n'existe pas, il va l'ajouter. Mais de toute façon ici, donc on va supposer qu'il existe déjà, donc il va le mettre à jour. Alors juste avant de passer à la suite, on va créer une méthode qu'on va appeler initialisation, dans laquelle on va essayer de remplir la liste par des exemplaires. Alors cette méthode-là, il ne fait pas partie de l'interface, c'est une méthode utilitaire que je vais utiliser pour initialiser le catalogue. Cette méthode, je vais l'appeler par exemple init. Alors cette méthode-là, on va essayer donc d'ajouter quelques produits. Donc c'est-à-dire si cette méthode sera appelée, automatiquement, il va alimenter la méthode, plutôt la liste. Add produit, je vais ajouter un premier produit avec la référence une valeur quelconque, une désignation quelconque, un prix, une quantité. Alors je vais ajouter 2 ou 3 produits, ça suffit. J'écris n'importe quoi, je ne cherche pas à écrire des choses. Et surtout quand on est fatigué, on cherche, même les idées ne viennent pas en tête. Alors, donc, par exemple, ici, smartphone.
LG, je sais pas quoi. Voilà. Alors ici donc la méthode init, donc pour moi, une fois qu'elle est appelée, il va ajouter trois produits à la liste, n'est-ce pas? Alors on va supposer qu'au démarrage de l'application, on va faire appel à cette méthode. Mais en même temps, ça serait l'occasion de vous montrer comment loguer des messages en utilisant log4j. Alors si vous voulez utiliser log4j, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous déclarez, parce que log4j, donc il fait partie des dépendances déjà qui sont là. On va utiliser, vous déclarez un objet de type logger. Alors vous voyez donc quand vous cherchez logger, vous trouverez slfj, vous trouverez command login, vous trouverez log4j. Donc il y a plein de moyens pour loguer des messages. Alors je vais utiliser log4j par exemple. Logger égale logger.getLogger et on va spécifier la classe à partir de laquelle on va loguer. Alors la classe c'est catalogue, notre classe s'appelle catalogue implémentation.classe. Alors ça c'est comme ça qu'on déclare généralement un objet de type logger. Alors maintenant si vous le déclarez, supposons que dans la méthode init je voudrais loguer un message comme quoi il y a initialisation du catalogue. Comment on va faire? On va utiliser log.info. Logger.info. Je vais écrire le message. Quel est le message? Par exemple, initialisation du catalogue. Alors maintenant, ce message-là, initialisation, ce message-là, il va être écrit où? Alors tout dépend de la configuration de log4j. Alors si vous regardez le fichier, il y a un fichier déjà dans votre configuration qui s'appelle log4j.xml. Ben, c'est ça le fichier de configuration. Si vous le regardez, ben, vous trouverez que par défaut, il y a en fait le logger, il va loguer sur la console. Et la console, c'est quoi target? C'est system.out. Donc c'est-à-dire par défaut, quand vous loguez un message, il va s'afficher au niveau de la console. Mais après, si vous voulez que les messages soient logués dans un autre fichier, ou bien autrement, ben, il suffit de changer la configuration. Donc vous voyez donc, log4j, il vous permet à un moment donné de dire, dans un premier temps, je vais loguer dans la console, mais à un moment donné, je ne veux plus loguer dans la console parce que ça consomme du temps. Je vais commencer à loguer dans un fichier, ou tout simplement vous dites à un moment donné, j'ai besoin de loguer dans ce forme d'email, ou bien ce forme de message GMS. Donc vous voyez donc tout ça, vous n'avez pas besoin de le développer parce que ça existe déjà. Et log4j, il apporte donc cette expérience. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de la configuration. Pour le moment, par défaut, on va loguer au niveau de la console. Alors, voilà la couche DAO. Alors maintenant, je vais créer la couche métier. La couche métier, pour moi, c'est juste un proxy. Bon, parce qu'en fait, la couche métier, c'est elle qui va s'occuper des traitements. Mais la couche métier, il ne fait que appeler les méthodes qui se trouvent dans la couche DAO. Alors, il dit quoi donc dans notre situation? Nous allons créer une interface e-métier dans le package métier qu'on va appeler e-catalogue métier. Alors dans e-catalogue métier, on va se poser la question, dans la couche métier, quelles sont les opérations qu'on veut faire? C'est les mêmes. Alors maintenant, après, ce qu'on va se dire, est-ce que c'est toujours le cas? Non. Parce que souvent, dans la couche DAO, on trouvera les méthodes classiques, ajouter, supprimer, éditer, rechercher, etc. Mais dans la couche métier, on trouvera les opérations métier, c'est les spécifications fonctionnelles. Vous trouverez une méthode qui permet de faire appel à plusieurs méthodes de la couche d'accès aux données. Vous trouverez une méthode qui n'a même pas besoin d'accéder à la couche d'accès aux données. L'essentiel, c'est que parfois, dans la couche métier, il y a des traitements autres que ceux qui sont définis dans la couche DAO. Mais dans notre situation, on est dans un cas particulier où la couche métier contient les mêmes les méthodes de l'interface et DAO. Donc je vais prendre les méthodes que j'ai déclarées dans cette interface et je vais les reprendre. Et après, on va créer une implémentation de cette interface. On va l'appeler catalogue métier implémentation. Alors cette classe, il va implémenter l'interface e-catalogue métier. Et après, on va redéfinir les méthodes.
Alors, sauf que si on regarde notre architecture de tout à l'heure, voilà notre situation. Ah, c'est notre position. Alors, j'ai déjà créé la classe produit, j'ai créé l'interface et catalogue, l'implémentation. Maintenant, j'ai créé l'interface et métier, je crée l'implémentation. Alors, sauf que l'implémentation métier, il va être lié à la couche de données via l'interface. Il y a un couplage faible. Alors, c'est la raison pour laquelle je vais déclarer un objet de type e-catalogue DAO. Cette propriété, je vais l'appeler DAO. Alors, comme c'est un attribut de type qui est privé, on aura besoin d'un setter. Parce qu'on va faire l'injection des dépendances, donc on va générer le setter. Set DAO. Alors, on va voir avec Spring, il y a plusieurs moyens de faire l'injection. Soit via les setters, soit en utilisant les annotations. Après, on va voir le cas des annotations, comment les exploiter. Alors, bien sûr, ce setter-là, il va être utilisé uniquement si pour faire... Donc ça, c'est le setter pour l'injection des dépendances. Alors maintenant, ça veut dire quoi ajouter un produit pour la couche métier? Ajouter un produit, c'est tout simplement, je n'ai pas besoin de faire d'implémenter cette méthode parce qu'il existe déjà dans la couche DAO. Donc j'appelle DAO.addProduit. Alors, ça veut dire quoi consulter? La méthode existe déjà dans la couche DAO. C'est-à-dire, je vais retourner DAO.getAllProduit. Ça veut dire quoi consulter les produits par mot-clé? J'appelle la couche DAO.consulter les produits par mot-clé. Et ça veut dire quoi consulter un produit? J'appelle la méthode DAO.getProduit. Et pour supprimer un produit, la même chose, c'est DAO.deleteProduit. Et pour mettre à jour un produit, j'appelle DAO.updateProduit. Alors, vous avez ici une couche métier presque qui ne sert à rien. On est bien d'accord. Parce que la couche métier ici, il joue juste le rôle d'un proxy. Hein? Quand on appelle une méthode, elle-même, il fait appel à une autre méthode. Mais en réalité, c'est comme ça que ça se passe souvent. C'est que la couche métier, dans la couche métier, il n'y a pas que l'appel à la couche DAO. Vous allez voir quand il y aura une base de données, c'est dans la couche métier, avant d'appeler la couche DAO, on va ouvrir une transaction. Ça veut dire que la gestion des transactions vont se faire au niveau de la couche métier. Mais également, on aura besoin de faire d'autres traitements. Donc ça veut dire que même si vous ne voyez pas trop l'intérêt de la couche métier ici, mais c'est comme ça qu'on va travailler parce qu'en réalité, par la suite, il y aura d'autres traitements supplémentaires qui vont être ajoutés. Alors maintenant, on a créé la couche métier, maintenant il nous faut faire l'injection des dépendances. Alors pour faire l'injection des dépendances, en principe, nous avons déjà un fichier qui s'appelle rootcontext.xml, est-ce que vous vous rappelez? Alors ce fichier-là, on va faire les dépendances. Mais, comme je disais, ce fichier-là, donc je ne vais pas l'utiliser, je vais le supprimer. Et on va créer un autre. Alors comme ça, juste pour vous montrer comment créer un fichier de BeanSpring. On va le supprimer. Delete. Alors maintenant, je ne vais pas le créer à ce niveau-là, mais je vais le créer dans le class path du projet, c'est-à-dire dans les ressources. C'est des ressources de l'application. Alors comment créer un fichier de BeanSpring? Donc je crée un fichier Spring Bean Configuration File, un fichier de configuration Spring. Alors le fichier, généralement, on peut l'appeler comme on veut, mais par défaut, on l'appelle application context.xml. Next. Alors après, vous savez que dans un fichier de BeanSpring, il y a les namespaces, il y a plusieurs namespaces qu'on peut utiliser, on peut les cocher. Mais pour le moment, on n'a pas besoin d'utiliser des namespaces particuliers. Ben, je vais tout simplement créer le fichier. Alors ce fichier-là, il est créé. Maintenant, on va créer, qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va supposer au démarrage de l'application, on va demander à Spring de créer un bean. Il va nous créer un bean qu'on va appeler DAO. De quelle classe? Contrôle, c'est de la classe DAO implémentation, c'est-à-dire catalogue DAO implémentation, n'est-ce pas? Il va me créer un objet. Mais quand il va me créer un objet de DAO implémentation, tu peux oublier ta machine un petit peu parce que je crois que ça va t'éviter de me poser des questions par la suite. J'ai déjà fait ça aussi. Oui, c'est très bien.
Alors, si tu as déjà fait ça, donc tu vas nous aider hein, à faire ça. D'accord? Ça te dérange pas? Alors, donc, quand je crée une instance de catalogue DAO implémentation, je vais en même temps lui demander d'initialiser. Vous savez que dans la classe DAO implémentation, nous avons une méthode init, catalogue DAO implémentation. Nous avons déjà prévu une méthode qui s'appelle init. C'est quoi son rôle? C'est initialiser. Alors maintenant, dans le fichier de configuration Spring, comment appeler une méthode, par exemple, après instanciation? C'est très simple. Il suffit d'appeler, il y a un paramètre qui s'appelle init méthode. Alors init méthode, contrôle espace, vous voyez donc qu'il vous affiche les méthodes. La méthode s'appelle init. Alors ça veut dire que déjà, au démarrage, je sais que la méthode va être initialisée, donc il écho donc l'objet, il va déjà charger des données. Ben, c'est juste pour le test. Mais ça veut dire qu'en principe, si tout marche bien au niveau de l'injection, au démarrage, je devrais voir ce message quelque part. On est bien d'accord? Quand je démarre mon serveur, je devrais voir le message initialisation du catalogue. Alors maintenant, on a créé l'objet DAO. On va faire la même chose pour créer l'objet métier. Alors bin id égale métier. De quelle classe? De la classe catalogue métier implémentation. Mais ici, on va faire l'injection. Donc quand on va créer l'objet métier, on va lui demander d'aller à la propriété. Comment s'appelle la propriété? DAO. Et on va lui attacher on va la référencer vers l'objet. On a déjà créé un objet qui s'appelle DAO. Alors ça veut dire que ici, vous allez créer un objet métier et après on va l'associer. En fait, la propriété DAO, c'est ce qu'il y a dans la classe catalogue métier implémentation. C'est ça, la propriété. Donc il va faire appel à set. Parce que quand vous dites propriété, il appelle set DAO et après il va faire cette injection. Alors en fait, dans ce fichier, plutôt dans cet éditeur, vous avez la possibilité d'avoir une vision graphique sur les dépendances. Si vous cliquez sur l'onglet bin graph, vous allez voir, voilà, pour le moment, dans vos dépendances, il y a un seul objet DAO, plutôt un objet métier qui dépend d'un objet DAO. Donc ça, c'est alors par la suite, quand on aura à travailler avec GPA, avec Hibernate, avec les transactions, vous allez voir que ce fichier-là, il devient très, très volumineux. Si là, on va comprendre réellement comment fonctionne l'application. Et c'est là que vous aurez l'occasion de comprendre l'architecture d'une application basée sur J2E. Pourquoi? Parce que généralement, quand vous travaillez avec EJB, vous n'avez pas l'occasion de le voir. Parce qu'avec EJB, tout est préconfiguré, ça marche. Mais avec Spring, vous allez voir que c'est ici que vous construisez, donc c'est-à-dire ce conteneur qui s'occupe de l'inversion de contrôle. Alors en tout cas, nous, on a fait maintenant l'injection des dépendances. On va vérifier, est-ce que l'injection des dépendances se fait? Comment? Pour vérifier, on devrait revenir au fichier web.xml. Alors, dans notre fichier web.xml, dans la configuration par défaut, on s'est posé que le fichier s'appelait root-context.xml. Mais nous, on l'a supprimé, on l'a changé, n'est-ce pas? Alors maintenant, on devrait dire tout simplement à context load listener, comme quoi le fichier de configuration se trouve. Mais d'ailleurs, il ne se trouve plus dans webinf. Il se trouve dans les ressources. Et le dossier ressources, il fait partie du classpath du projet. Donc on va écrire classpath étoile, 2 points. Et le fichier s'appelle application context.xml. Alors quand vous mettez classpath étoile, ça veut dire que tous les packages qui se trouvent dans la racine du classpath. Donc vous pouvez le mettre dans le dossier source, vous pouvez le mettre dans un autre. L'essentiel, il fait partie maintenant des dossiers qui font partie de votre classpath. Voilà. Alors maintenant, pour vérifier, on aura besoin de démarrer le serveur. Alors pour le moment, on n'a pas de serveur, donc on va vers les perspectives J2E, ce qui va nous permettre de voir la fenêtre servers.
Et après, pour le moment, il n'y a pas de serveur, on va le créer. Alors, quel serveur qu'on va utiliser? On va utiliser Tomcat, Tomcat 7. Alors, Tomcat, vous aurez besoin de savoir le chemin où se trouve Tomcat. Alors, je l'ai dans le dossier J2E, Apache Tomcat. Elle est là. Essentiel, vous avez besoin de donner le chemin. Next. Alors, le seul projet qu'on va déployer, c'est ce projet. Alors maintenant, si vous démarrez Tomcat, la seule chose que vous allez maintenant vérifier, si l'injection des dépendances se fait correctement. Alors pour voir si l'injection des dépendances se fait correctement, déjà au démarrage, vous ne devrez pas avoir d'exception. Parce que vous avez des exceptions, ça veut dire que déjà l'injection ne se fait pas. Mais regardez, est-ce qu'il y a le message? Regardez le message. Initialisation du catalogue. Alors ça prouve que Context Loader Listener a bien démarré. Il a bien lu le fichier que vous avez créé et qu'il a bien créé l'objet. Il a fait appel à la méthode init. N'est-ce pas? Alors maintenant, ça prouve également que l'objet métier il est déjà créé et que l'association est faite. Alors ici, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est ce que j'ai affiché tout à l'heure dans le... Voilà, ici. On démarre Tomcat. Tomcat lit le fichier web.xml. Il démarre Context Loader Listener qui va lire lui-même le fichier root context.xml ou bien application context.xml. Et voilà, donc ici, on s'arrête à ce niveau-là. Jusque-là, on a vérifié ça. Alors maintenant, je vais passer à la partie web, c'est-à-dire Spring MVC. Alors pour travailler l'application web, je vais créer le contrôleur tout d'abord. Alors je reviens toujours vers la vue package. Alors la vue package fait partie de la catégorie Package Explorer. Alors donc voilà notre vue package dans laquelle, vous savez, il y a déjà un contrôleur qui est créé, n'est-ce pas? Par défaut, je l'ai montré tout à l'heure. Ce contrôleur-là, je n'ai pas besoin, je vais le supprimer. Je vais créer mon propre contrôleur, supprimer. Alors maintenant, j'ai besoin d'un contrôleur. Alors un contrôleur, donc c'est une classe que vous allez créer. Et en même temps, pour moi, je vais arrêter le serveur, comme ça, il ne va pas à chaque fois recharger le contexte. Je vais créer une classe que je vais appeler catalogue controller. Catalogue controller. Alors, dans quel package? C'est pas DAO, donc je vais utiliser soit le package web, c'est la couche web, n'est-ce pas? Soit tout simplement, si vous voulez encore, vous mettez controllers. Donc ça, c'est la partie des contrôleurs de l'application. Alors maintenant, vous allez découvrir c'est quoi un contrôleur Spring MVC. En fait, un contrôleur Spring MVC, c'est une classe généralement qui est annotée contrôleur, obligatoire. S'il n'y a pas cette annotation, pour lui, ce n'est pas un contrôleur. S'il n'y a pas d'annotation, ça veut dire qu'il faut déclarer le contrôleur dans un fichier XML. Parce qu'en fait, il y a deux versions, version annotation, version XML. Ensuite, alors dans notre contrôleur, nous aurons besoin de faire appel à la couche métier. Alors, je sais que la couche métier, pour ne pas appeler une classe, je vais être lié cette fois-ci à l'interface. Et catalogue métier. C'est normal parce que dans le contrôleur, j'ai besoin de faire appel à la couche métier. On est bien d'accord? Alors, je reviens vers l'architecture. Il est là. Alors, notre contrôleur, quand il va faire un traitement, il va appeler la couche métier. À nouveau, donc, c'est quoi? C'est un couplage faible. Donc, je suis lié à l'interface. Mais pour faire l'injection des dépendances, alors je vous ai montré tout à l'heure comment faire l'injection via les setters, mais vous devrez savoir que on peut également demander à Spring de faire l'injection en utilisant les annotations. Alors quelle est l'annotation qu'on utilise? L'annotation s'appelle AutoWired. Alors c'est une annotation intéressante, c'est l'annotation équivalente à l'annotation EJB qui fait l'injection des dépendances. Alors ça veut dire quoi AutoWired?
AutoWire, c'est comme vous dites en train de dire à Spring, quand il va créer un objet de cette classe, tu vas chercher dans le contexte de l'application l'un des objets qui implémente l'interface et catalogue métier. Tu vas le chercher et tu vas l'injecter. Donc ça veut dire ici, donc AutoWire, tout simplement, c'est pour faire l'injection des dépendances. Parce que si vous mettez pas, si vous l'utilisez pas, l'objet métier il va rester nul. Donc c'est-à-dire vous n'accéderez jamais à la couche métier. Est-ce que c'est clair? Alors bien sûr, donc on a déjà vu que on peut faire l'injection via setter, comme on l'a fait avec property dans le fichier XML, mais également on peut le faire via la notation AutoWire. Mais la notation AutoWire ne peut fonctionner que sur des composants Spring. Et c'est quoi un composant Spring? Par exemple, une classe qui contient la notation controller, c'est un composant Spring. Et il y a également d'autres annotations comme component, parce qu'après vous allez voir que parfois vous pouvez utiliser Spring pour faire l'injection des dépendances dans les contrôleurs, par exemple GSF, ou tout simplement dans les objets struts. Alors dans ce cas-là, pour utiliser la notation AutoWire, il faudrait que ce soit un objet Spring. Et pour que ce soit un objet Spring, donc si ce n'est pas un contrôleur, généralement il y a une annotation qui s'appelle component, qu'on peut utiliser souvent, qui indique tout simplement à Spring comme quoi c'est un composant Spring. Alors en tout cas, ici, après, qu'est-ce qu'il y aura dans le contrôleur? Il y aura des méthodes. Je suppose que la première méthode que je vais exécuter, c'est index. Je peux l'appeler index, je peux l'appeler comme je veux. Cette méthode-là, il va retourner le nom de la vue. Je suppose que la vue s'appelle produit. Et que pour appeler cette méthode-là, je vais utiliser request mapping. Alors, request mapping, dans la valeur, value, alors value égale slash index. Alors, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que quand je tape l'URL, l'adresse, slash index, quelle est la méthode qui va s'exécuter? C'est index. Et après, qu'est-ce qu'il va retourner? Il va retourner produit. Produit. Alors, produit maintenant, ça correspond à quoi? Ça correspond au nom de la vue. Alors, si vous regardez le fichier de configuration servlet context.xml, nous avons un résolveur de vue qui indique comme quoi, pour chaque vue, les vues doivent être stockées dans le dossier view. Et que toutes les vues se terminent par JSP. Alors, pour vérifier déjà si notre configuration est bonne, je vais vers le dossier view. J'ai déjà une page qui a été créée qui s'appelle home.jsp. Je peux la supprimer, je n'en aurai pas besoin. Et dans ce fichier-là, je vais créer une page JSP file, que je vais appeler, que je dois appeler produit.jsp. Alors après, si vous voulez créer des pages JSP, vous savez, il y a HTML, il y a XHTML, et il y a le HTML5, etc. Alors de toute façon, vous créez une page JSP, après vous changez ce que vous voulez. Alors ça, c'est une page JSP. Alors je peux supprimer ce code-là. Alors si vous voulez que ça soit du HTML5, vous supprimez ça et vous utilisez doctype HTML. Tout court. Alors le titre de la page, catalogue. Oui. Après, dans les méta, si vous voulez utiliser enfin, je vais le supprimer, après on va les ajouter. L'essentiel, c'est que ça, jusque-là, c'est une page HTML, n'est-ce pas? Alors, c'est une page HTML pour le moment, oui? Oui. On peut définir plusieurs méthodes. Mais justement, oui, en fait, On doit appeler le request mapping. Oui. Alors, vous allez voir qu'en fait, tout ce qu'on va faire, on va le faire dans le contrôleur. Alors, je vous montre le principe maintenant et on va ajouter les choses au fur et à mesure. Alors maintenant, pour le moment, notre page JSP, juste, on va mettre un simple message test. Regardez, qu'est-ce que j'ai mis. La seule URL à laquelle le dispatcher servlet peut répondre, c'est /index. On va vérifier. Alors pour vérifier, donc on va démarrer, on va essayer donc de lancer notre navigateur. Une autre manière plus simple, c'est d'aller vers Run on Server.
ce qui permet de démarrer en même temps le serveur et de tester l'application. Il va vous lancer un navigateur. Alors voilà, donc normalement pour consulter l'application, c'est localhost. Le port, par défaut, Tomcat utilise le port 80. Alors si ce n'est pas très lisible ici, je vais lancer un navigateur. C'est le port 8080 / le nom de l'application, le contexte de l'application. Et après ici, donc je dois mettre / index. Alors si tout marche bien, je devrais recevoir test. Alors ça prouve déjà que votre configuration fonctionne. Donc, alors je suis dans quel contexte? Il faut qu'on explique tout ça. Alors je reviens à ce que je vous ai déjà montré parce que je crois que vous commencez déjà à comprendre le principe, mais c'est toujours parfois les concepts sont fragiles, n'est-ce pas? À peine on commence à comprendre un concept, il y a un autre qui vient qui consomme un autre. Alors voilà ce qui s'est passé. On démarre Tomcat. Il ne faut pas oublier que Context Loader Listener démarre. On a déjà fait l'injection des dépendances. Dispatcher Servlet également démarre. Lui-même, il a déjà lu le fichier de configuration. Qu'est-ce qu'il attend? Le client. Donc on a tapé l'URL / index. Cette requête, elle est envoyée vers Tomcat. Tomcat, automatiquement, il va l'envoyer vers Dispatcher Servlet. Et Dispatcher, il va faire appel au contrôleur. Notre contrôleur catalogue contrôleur, qui va exécuter quelle méthode? C'est la méthode index. Et après, il va nous retourner quoi? La vue. La vue, c'est quoi? C'est la vue produit.jsp. Il appelle la page JSP. La page JSP va donner un rendu. Et ce rendu va être envoyé vers le client. N'est-ce pas? Alors maintenant, jusqu'à présent, notre page JSP, notre contrôleur, il fait presque rien. Et la page JSP ne sert presque à rien. Il affiche un message. Alors maintenant, le contrôleur. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, je veux qu'au démarrage, je voudrais afficher tous les produits. Mais en même temps, j'ai besoin de créer un formulaire pour afficher les produits. Alors ici, donc, dans la méthode index, j'ai besoin d'utiliser le modèle. Alors, pour utiliser le modèle, c'est très simple. Il suffit de déclarer un objet de type modèle. Alors, si vous voulez, par exemple, afficher tous les produits le départ, ben, il suffit de faire d'accéder au modèle. On va ajouter un attribut, add, attribute. L'attribut, on va l'appeler produit. Je vais créer un attribut qui s'appelle produit. Et c'est quoi la valeur? Où est-ce que je vais récupérer les produits? C'est dans la couche métier. J'appelle la couche métier et j'appelle la méthode get all produit. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que produit, oui. C'est bon? Parfait. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est que quand je vais vers la vue produit, j'ai un modèle qui contient déjà un attribut qui s'appelle produit. Et ce modèle-là, il représente la liste de tous les produits. Alors maintenant, si je reviens à la page JSP, je veux maintenant afficher les produits. Et pour les afficher, bah, tout simplement, j'ai besoin de déclarer. Maintenant, je vais utiliser GSTL. Il y a les tags libres qu'on utilise dans JSP. Alors, pour utiliser les tags, les tags libres GSTL qui sont inclus dans les dépendances du projet, on va utiliser tag lib URI. Donc, en fait, les GSTL, c'est HTTP, c'est JSP GSTL core. Et après, on va lui donner un préfixe. C'est quoi le préfixe? C'est C. On peut l'appeler comme on veut. Alors, c'est comme si vous déclarez une bibliothèque de tags JSP qui existe déjà. On va l'utiliser pour pouvoir notamment afficher un tableau qu'on va utiliser pour faire des boucles, ainsi de suite. Alors, ce tag lib JSPC, pourquoi je vais l'utiliser? Ben, je vais l'utiliser parce que je vais essayer donc de récupérer une liste. Je vais faire une boucle et après, j'affiche. Je vais créer un tableau. Mais avant de créer le tableau, donc je vais créer un div. Comme ça, on va séparer les éléments. Alors, ce div, donc, je vais l'appeler id égale produit, c'est-à-dire liste produit. Donc, je suppose que ce div-là pour afficher la liste des produits. Alors, dans ce div, donc, je vais créer un tableau HTML. Pour le moment, on va travailler avec HTML. Table. Alors, ITR.
Alors, dans TR, on va mettre plusieurs... les entêtes, c'est TH. Donc, il y a la référence du produit. Et la désignation. J'ai besoin d'afficher le prix. Et j'ai besoin d'afficher la quantité. Alors maintenant, ça c'est l'entête, n'est-ce pas? Alors maintenant, j'ai besoin de faire une boucle pour afficher la liste des produits. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser C. Alors c'est quoi C? C, c'est les GSTL core. C, deux points, le préfixe, for each. Alors donc les tags libres GSTL, donc c'est pour... on trouvera pratiquement... En fait, les tags libres GSTL, c'est pour éviter d'écrire le code Java. Parce que ça, c'est des notations XML, donc c'est tag libre JSP. Donc, dans pratiquement J2E, il y a plein de bibliothèques JSP. Chaque framework offre ses propres tags libres. Alors ici, donc, GSTL, c'est pas du Spring. Ça fait partie de JSP, donc vous les utilisez. Alors ici, donc, for each, on va utiliser un attribut items. On va maintenant parcourir une liste. La liste, c'est quoi? On va utiliser $, produit. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que je suis en train de demander à JSP d'aller vers le modèle dans le contexte de l'application. Il va chercher un attribut qui s'appelle produit. Alors c'est quoi produit? Je sais que quand j'appelle index, j'ai dans le modèle une liste qui s'appelle produit. Alors maintenant je récupère cette liste de produits et il va faire une boucle. Il va parcourir la boucle. Pour chaque produit, on va l'appeler P. Avec l'attribut var. C'est comme si vous faites pour chaque produit P de la liste des produits. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une ligne TR. Et dans TR, j'ai plusieurs TD. Alors maintenant, je vais afficher le produit P. Je vais utiliser $. Ça, c'est l'expression GSTL $. P.référence. Alors, automatiquement, pour P, c'est un produit, donc il va appeler get. Donc, c'est les getters qu'il va appeler, n'est-ce pas? Alors, donc, j'affiche la référence du produit et j'affiche les autres. La référence, il y a la désignation. Je vois qu'il y en a beaucoup qui sont aujourd'hui trop fatigués. Les yeux, la tête, vous avez envie de pleurer. Oui, mais je vois dans vos yeux que vous êtes fatigué. Alors moi aussi d'ailleurs, je sais que c'est très bien, je sais que vous suivez bien, mais je vois aussi qu'il y en a quelques-uns qui sont presque en train de dormir. Oui, bien sûr, parce que vous dites, mais c'est déjà enregistré dans la vidéo, donc pas de problème. Mais c'est ça le... Hein? Mais le problème, c'est que parfois vous dites, il y a ça dans la vidéo, mais après, vous travaillez la journée, bon, il n'y a pas de temps, il est quoi donc... une semaine après, vous revenez sans regarder ça, donc il vaudrait mieux capter tout ça maintenant. Est-ce que déjà on a lancé l'enregistrement? Oui. Alors, le prix et la quantité. Ben, on va vérifier. Comment? Non, justement, on n'a pas besoin de mettre getReference parce que vous mettez la propriété, c'est automatiquement, il fait appel à get, les getters. S'il n'y a pas de getter, ça ne marchera jamais. Donc, c'est-à-dire que vous, dans les notations, c'est la propriété. Et c'est quoi une propriété? C'est un attribut qui contient un getter et un setter. N'est-ce pas? Donc, le respect des règles des Java Beans, il est obligatoire, il est important. Alors, on va vérifier. Alors, si maintenant on revient vers index, entrée. Alors, index, il y a les produits, la liste des produits, j'affiche déjà, n'est-ce pas? Alors, sauf que donc il y a la liste. Alors après, donc il faudrait ajouter des feuilles de style si vous voulez cadrer tout ça. Alors, avant maintenant, dans notre application, en réalité, on voudrait... Voilà ce qu'on veut faire. On voudrait, c'est vrai, afficher les produits, mais en même temps, on voudrait afficher un formulaire pour saisir le produit. Alors, avant ça, donc, je vais juste arranger le design en ajoutant la feuille de style CSS. Alors, comment ajouter une feuille de style CSS? Alors, vous savez que pour attacher une feuille de style CSS à
au projet. Alors, les feuilles de style CSS, où est-ce qu'on va les créer? C'est dans le dossier ressources. Alors, on va créer un dossier, new folder, CSS, dans lequel on va créer un fichier CSS. Qu'on va appeler style.css. Alors, dans ce fichier CSS, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement dire que tous les divs, par exemple, c'est pas obligatoire, les divs dans notre page JSP des vues, ils vont s'afficher par exemple avec un padding, c'est l'espace entre la bordure et le contenu de 10 pixels. On va donner la marge entre les divs, margin 10 pixels. La bordure, on va donner une bordure border. Alors la bordure c'est 1 pixel, dotted, c'est-à-dire en pointillé, et la couleur de la bordure c'est un gris par exemple. Et après également, dans notre page JSP, en fait on va utiliser une classe pour les tableaux. Alors pour le tableau, donc on va créer une classe qu'on va appeler table1. Alors on va supposer que le tableau, la classe tableau 1, tous les TH, c'est-à-dire les en-têtes. On va utiliser une couleur, toujours la même chose, padding, 10 pixels, margin, 10 pixels, et après la bordure, la même chose, 1 pixel, dotted, on va utiliser toujours un gris, et background, on va utiliser par exemple une couleur pink pour garder la même couleur que j'ai montré tout à l'heure. Alors que pour les TR, les TD, parce que les TA c'est l'en-tête. Alors que les TD, on va juste changer la couleur. On va utiliser le blanc, c'est-à-dire white. Alors ça c'est une feuille de style CSS. Mais pour l'attacher à notre page JSP, ben, il faudrait ici utiliser link rel c'est style sheet. Le type de la feuille de style c'est texte slash css et href. Le fichier s'appelle style.css. Mais il se trouve où? Il se trouve dans le dossier. Alors maintenant, il va falloir, si vous voulez vraiment faire quelque chose de très complet, vous mettez avec JSP, vous pouvez utiliser l'objet request.getApplicationContext, getContextPath. En fait, getContextPath, qu'est-ce qu'il retourne? Il retourne le chemin de l'application. C'est localhost, etc., etc. Et après, vous ajoutez slash ressources slash css slash le fichier style1.css, style tout court .css, style.css, voilà. Une autre chose, si vous voulez que votre tableau s'affiche avec le style qu'on a montré tout à l'heure, parce qu'on a créé une classe qui s'appelle table1. Alors, il va falloir, au niveau de notre tableau, on va lui attribuer quelle classe? Ce tableau-là, il va s'afficher avec quelle classe? Classe table1. Table. Voilà. Alors, on va regarder donc s'il y a une transformation. A priori, ça marche. Donc, je vois le div, je vois le tableau qui est affiché comme ça. Alors, maintenant, on va essayer donc d'ajouter le formulaire. On va déborder un petit peu de 5 minutes ou 10 minutes. Alors maintenant, le formulaire, on va l'ajouter ici. Alors, sauf que pour le formulaire, nous allons utiliser un autre taglib, cette fois-ci de Spring. Mais c'est une bibliothèque qui va servir pour les formulaires. Alors, pour déclarer un autre taglib, on va utiliser
tag lib URI, c'est HTTP deux points. Alors on va utiliser cette fois-ci, il y a un tag lib qui s'appelle Spring Form. Spring Framework Tag Form, c'est pour les formulaires. Le préfixe, on va lui donner par exemple F. Alors maintenant, ce formulaire, avec ce tag lib, ça nous permet de construire un formulaire à base d'un objet. Alors je vais revenir, du moment que je vais saisir un produit, je vais, dans le modèle, je vais ajouter un autre attribut qui s'appelle cette fois-ci produit, et je vais lui associer un objet de type produit. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au démarrage, dans mon modèle, j'ai un objet produit. Pourquoi? Parce que quand je vais créer un formulaire, chaque champ du formulaire, il correspond à un attribut de produit. Et que les données qui vont s'afficher dans le formulaire, ils proviennent de cet objet produit. Donc j'ai un produit. Pour saisir un produit, il faut que ça soit dans le modèle. N'est-ce pas? On va construire un formulaire, mais en utilisant un objet du modèle. Alors comment on va l'utiliser? Alors maintenant, on va créer justement un autre div au début. Div. Alors ce div là, je vais l'appeler, c'est forme produit. Alors dans ce div, on va créer un formulaire. Alors pour créer un formulaire, on va utiliser f de point forme. Alors c'est quoi f? C'est voilà le préfixe que nous avons déclaré maintenant. Quand vous mettez f, ça veut dire je suis là. Alors, sauf qu'un formulaire, généralement, il faut lui associer un modèle attribute. C'est quoi le modèle attribute? C'est produit. Ça veut dire quoi? Les données que je vais saisir là, ils vont être stockées où? Dans un objet produit. Les données qui s'affichent dans le formulaire, ils correspondent à cet objet produit qui représente un produit. Ben justement parce que dans où est-ce qu'il va chercher produit là? Il va le chercher dans le modèle. Et le modèle, j'ai produit, il correspond à un objet de type produit. C'est pas? Alors, et après, vous pouvez ajouter la méthode que vous voulez. Par défaut, c'est get, donc vous pouvez mettre post du formulaire. Et après, action. Alors, action, on va appeler la méthode save produit. Quand je vais valider le produit, donc j'appelle la méthode save produit. Alors maintenant, on va créer notre formulaire. Alors pour le formulaire, on va on va créer un table. Alors c'est juste histoire de bien formater le. Hein. Il y a d'autres moyens dans lequel il y a tr. Donc chaque tr, il y a plusieurs td. Ici donc je vais afficher l'étiquette plutôt référence de points. Il y a un autre TD dans lequel je vais mettre une zone de texte. Alors pour maintenant la zone de texte, je vais utiliser f de point input text. Mais regardez, ici vous avez path. C'est que la donnée qui va être saisie là, elle correspond à un attribut de la classe produit. Comment ça s'appelle? C'est référence. Référence. N'est-ce pas? Mais en même temps, s'il y a un message d'erreur. Alors comment afficher les messages d'erreur? Donc je sais que la troisième colonne, je vais mettre un TD dans lequel je vais afficher les messages d'erreur. Alors pour afficher les messages d'erreur suite à un champ, on va utiliser f errors. C'est quoi dans lequel vous avez path référence. C'est toujours la même chose, Il y a quelque chose qui manque? C'est bon, référence. Et après, vous savez, les messages d'erreur, on peut leur attribuer, si vous voulez les afficher en rouge, vous utilisez CSS class. Par exemple, on va créer une classe qu'on va appeler errors, par exemple. Après, on va dire que la classe errors, va s'afficher en rouge. Alors, en tout cas, pour chaque champ, c'est comme ça qu'on va faire. Il y a le label, il y a le champ de saisie, et après, il y a également un champ qui va nous permettre d'afficher le message d'erreur s'il y a un message d'erreur. On va faire un copier-coller. Donc ici, il y a la désignation.
Ensuite, il y a le prix. Oui, tu peux partir, oui. Ensuite, il y a la quantité. C'est bon? Et après, à la fin, il y a un bouton Submit. Alors, pour le bouton Submit, on va utiliser TD. Directement, Input, HTML, Type, égale Submit, Value, égale par exemple Save. Alors ça, c'est le formulaire qui va être créé. Alors si on regarde le résultat, donc nous avons bien le formulaire qui s'affiche, n'est-ce pas? Ok. Alors regardez déjà, il y a les valeurs par défaut, mais ces valeurs-là, elles proviennent d'où? Ils proviennent d'un objet, parce qu'on a créé un objet de type produit. Et l'objet produit, le prix, la valeur par défaut, c'est 0. Alors maintenant, quand on va cliquer sur Ajouter, premièrement, on va faire appel à l'action. C'est normal, Save produit. Alors Save produit n'existe pas. Alors on va l'ajouter. Ben, c'est ce qu'on va faire. Alors rapidement, Save produit. Maintenant, je suis dans le contrôleur. Je vais reprendre la même commande. Alors ici, qu'est-ce qu'on va mettre? C'est maintenant Save produit. Alors Save produit. La même chose, la méthode, on va l'appeler Save, peu importe. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est ça. Quand j'envoie Save produit, j'appelle cette méthode. Quoi? C'est une action. Regarde. C'est pas une méthode. Pour moi, j'envoie une URL. C'est l'URL. C'est l'action. Et pour moi, je suis maintenant en train d'associer l'action URL Save produit. Vous dites à Dispatcher Servlet, quand il reçoit une URL qui se termine par Save produit, voilà la méthode que tu vas exécuter. Alors maintenant, je sais que cette fois-ci, la méthode, il y a des données, n'est-ce pas? Alors pour récupérer les données, le meilleur moyen pour récupérer par exemple un produit, c'est de déclarer directement un objet de type produit. C'est tout. Automatiquement, il va lire toutes les données, il va les stocker dans un objet de type produit. Alors nous, qu'est-ce qu'on va faire avec ce produit-là? On va l'ajouter. Donc je fais appel à la couche métier, point, add, produit, P. C'est tout. Alors je récupère le produit, il va stocker les données, et je l'ajoute. Mais je reviens également à la même vue. Mais pour revenir à la même vue, j'ai besoin également d'afficher à nouveau tous les produits. Également, j'ai besoin de saisir un nouveau produit. Alors si on essaye de tester, ça va donner quelque chose comme ça. Alors on va saisir un produit. Save. Est-ce que vous le voyez ajouter? Tout se passe. Donc j'envoie les données ajoutées, etc. Alors sauf que maintenant le problème, c'est qu'on n'a pas fait la validation, n'est-ce pas? Quand je clique, même s'il n'y a pas de données, il va les ajouter. Pas de l'erreur. Non, c'est pas qu'il n'y a pas des erreurs. On n'a pas encore fait le problème de validation. Alors maintenant, si vous voulez faire la validation, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de choses. Regardez ce qu'on va faire en deux minutes et après, je crois que le reste, on va le laisser. Alors pour faire la validation, alors tout d'abord, vous aurez besoin d'ajouter Hibernate Validator. Donc c'est une dépendance. Pour ajouter une dépendance, on va vers pom.xml, on l'ajoute. Alors, on peut l'ajouter directement ici dans les dépendances. Alors, bien sûr, il fait partie déjà de l'entrepôt, on va le retrouver facilement. Add, Hibernate. Alors, on est bien dans les dépendances, voilà. Add. Est-ce que je suis dans le bon projet? Oui. Hibernate Validator. Alors, si vous ne le trouvez pas, ben, le seul moyen... Alors, maintenant, vous aurez besoin de la dépendance. Voilà. Il faut prendre ça. CTRL-C. Et vous ajoutez au fichier pom.xml.
.xml. Vous voyez, donc le fichier .xml, il déclare déjà les dépendances. À la fin, juste avant /dependencies, vous ajoutez cette dépendance enregistrée. Et après, il va se connecter, il va chercher les dépendances et c'est fait. Alors maintenant, pour valider, faire la validation du formulaire, voilà ce qu'on va faire. La classe produit, l'entité produit. Regardez bien. Alors c'est dans cette entité produit qu'on va mettre des annotations. Je vais dire que la référence, par exemple, not null, not empty. C'est-à-dire ici, c'est comme si vous dites à Hibernate, cette valeur ne doit pas être nulle. Et après, si vous voulez que vous pouvez utiliser size. Dans size, vous avez min et max. Min égale 4, virgule, max égale 12. Ça veut dire que le nombre de caractères, il est compris entre 4 et 12. La désignation, vous dites, il doit être not empty. Le prix doit être supérieur. Alors vous utilisez décimal min. On va pas utiliser le Hibernate Validator. Ouais, non. C'est du Java que c'est. Ben justement, c'est dans Hibernate Validator, oui, il fait partie de. Il utilise déjà les spécifications parce que c'est une norme. Hein. Alors, decimal min, par exemple, ici on va mettre value égale 100. C'est-à-dire la valeur minimale, c'est etc. Vous avez des annotations. Et après, si vous voulez que cette validation soit faite, il suffit d'aller vers la méthode. Quand est-ce qu'on va faire la validation? Quand on va ajouter. Alors tout d'abord, juste avant produit, on va ajouter une méthode qui s'appelle valide. Alors ça, c'est une annotation Spring. Plutôt validation toujours. Valide. On va demander à Spring de valider, de vérifier si cet objet est correct. Mais en même temps, s'il y a des messages d'erreur, vous déclarez, il y a un objet de type binding result. Binding result. Le paramètre, on va l'appeler binding result. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il va faire Spring? C'est que quand il va créer l'objet produit, il va faire la validation, il récupère plutôt les listes des erreurs. Et cette liste, puisqu'il va la stocker, il va la stocker dans l'objet binding result. Et vous aurez besoin de faire ici un test. If binding result .has errors, s'il y a des erreurs, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner vers la vue. Et pour retourner vers la vue, return directement produit. C'est pas la peine de faire le reste. Produit. Mais quand on va retourner vers produit, si vous voulez qu'il affiche également la liste des produits, il faut également utiliser modèle. Parce qu'en fait, si vous voulez qu'il affiche en même temps les produits, parce que si vous ne la mettez pas, il va afficher une page vide. Je ne dis pas. Alors si vous faites ça, alors j'enregistre, je recharge le contexte. Alors je reprends au début. Donc index. Alors ici valider. Et même les messages, vous ne les avez pas écrits, n'est-ce pas? Parce que vous avez des messages par défaut. Après, si vous voulez personnaliser les messages, alors juste si vous voulez que ça affiche en rouge, qu'est-ce que vous allez faire? Alors dans CSS, vous ajoutez une classe error. Alors point error. Errors. La couleur, c'est vous mettez red.
Alors, je crois que c'est error, n'est-ce pas? Oui. Et errors. On a bien écrit ça. En fait, ça, c'est juste un problème de cache parce que parfois, il faut vider le cache. Alors, CSS, c'est bien errors. Tout à fait. Alors, je crois que pratiquement, on commence à comprendre le principe après. Alors, ça, c'est un problème de cache, sûrement. Voilà, tout simplement. Alors, bien sûr, on ne peut pas ajouter. On peut pas ajouter. Pour ajouter, il faudrait saisir des données, une description. À ce moment-là, vous pouvez ajouter. Même le prix maintenant, il doit être supérieur à 100. Et là, ça passe. Et après, vous allez voir que l'édition et la suppression, c'est assez classique. Alors, bon, on va s'arrêter là. Alors, vous la trouverez sur YouTube bientôt, mais si vous voulez la copier,